Braves gens, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle Horrifique histoire. Et ce soir donc, cette nuit plutôt, je vais vous lire La lune de miel de Madame Smith de Shirley Jackson. Are you ready? Let's go. Quand elle entra dans l'épicerie, elle interrompit manifestement une conversation les concernant, elle et son mari. Penché sur le comptoir, l'épicier qui parlait à voix basse avec une cliente se redressa brusquement et la désigna d'un coup d'œil, de sorte que la cliente, pour donner le change, se tourna dans la direction opposée pendant un long moment, avant de pivoter et de la dévisager sans retenue. « Bonjour, dit-elle. « Qu'est-ce que je vous sers ce matin ?» demanda l'épicier en jetant de furtifs regards à droite et à gauche afin de s'assurer que tout le monde observait son échange avec Madame Smith. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, » répondit-elle. « Je vais peut-être partir en week-end. » Un long soupir se répandit dans la boutique. Elle eut la nette impression que les gens s'approchaient, comme si les autres clients, l'épicier, le boucher, les vendeurs, se pressaient derrière elle pour ne rien perdre de ce qu'elle disait. « Une miche de pain » lança-t-elle d'une voix claire. « Un demi-litre de lait, une boîte de petits pois, la plus petite possible. »« Ça ne fait pas beaucoup de provisions pour le week-end » remarqua l'épicier avec satisfaction. « Je vais peut-être partir » répéta-t-elle, et à nouveau s'exhala ce long soupir d'aise. Elle pensa que nous sommes bêtes, tous. Car je n'en suis pas plus sûr qu'eux. Ce ne sont que des soupçons et, évidemment, il ne pourra y avoir aucune certitude. Mais quand même, ce serait dommage que ces aliments se gâtent dans la cuisine, qu'ils restent là à pourrir, pendant que... « Du café ?» demanda l'épicier. « Du thé ?»« Oui, je vais prendre une livre de café, » répondit-elle en lui souriant. « Après tout, j'aime bien le café. Je peux sans doute en boire une livre avant... » Ayant marqué une brève pause, elle se dépêcha d'ajouter « Je voudrais aussi un quart de livre de beurre et 2 côtelettes d'agneau, je pense. » Le boucher, alors qu'il feignait d'être indifférent, se détourna aussitôt pour aller chercher les côtelettes à l'autre bout du magasin. Il était de retour et déposait le petit paquet sur le comptoir avant que l'épicier n'ait terminé de préparer la commande. Seul point positif, se dit-elle, je n'attends jamais nulle part. C'est comme si tout le monde savait que je suis pressé de boucler mes petites affaires. Et j'imagine que personne ne souhaite vraiment que je m'attarde, une fois qu'ils ont eu tout loisir de me regarder et qu'on leur a fourni un sujet de conversation.
au moment où il lui tendait le sac contenant ses achats. L'épicier hésita, comme les autres fois, avec l'air de rassembler son courage pour lui annoncer quelque chose. Elle savait parfaitement ce qu'il voulait dire. « Écoutez, Madame Smith, » ainsi commencerait-il. « Nous ne voulons pas créer d'ennui ni rien. Et évidemment, personne ici n'est sûr, mais vous devez bien savoir maintenant que tout ça est drôlement suspect. Et nous nous sommes figurés... » Il jetterait alors un long regard autour de lui, afin de s'appuyer sur le boucher et les vendeurs. « Bref, nous avons pensé que quelqu'un devrait vous en toucher mot. Peut-être que les gens ont déjà commis cette erreur à votre sujet ou concernant votre mari. Bien entendu, personne n'aime risquer une affirmation pareille, alors qu'on peut si facilement se tromper. Surtout que, plus on parle de ce genre de choses, plus il est difficile de savoir si on se trompe ou non. Le marchand de vin lui avait tenu plus ou moins le même langage, bredouillant lui aussi, ne terminant pas sa phrase lorsqu'elle l'avait dévisagé calmement. Le droguiste avait failli lâcher le morceau, puis conclut en rougissant « Ça ne me regarde pas après tout !» La bibliothécaire lui avait lancé un coup d'œil apeuré et inquisiteur à la fois, se demandant si elle savait, si quelqu'un lui avait parlé, si l'on avait osé. Mais elle s'était contentée de lui témoigner une extrême gentillesse et une foule d'attentions délicates, comme on les prodigue à une malade incurable qui ne se plaint pas. Elle était différente à leurs yeux, marquée d'un sceau. Et le terrible soupçon n'était pas fondé. Et ils espéraient tous qu'il le soit. Elle se trouvait dans une position tellement insensée, tellement embarrassante, qu'elle méritait encore plus leur sollicitude. Si le terrible soupçon était fondé, et ils espéraient tous qu'il le soit, alors la bibliothécaire, l'épicier, les vendeurs, le droguiste, aucun d'entre eux n'aurait vécu sa vie en vain. Il leur aurait été donné de connaître cette excitation suprême qu'éprouvent ceux qui frôlent tout en restant à l'abri. Une situation insupportable. Si terrible soupçon était fondé, et ils espéraient tous qu'il le soit, Madame Smith représentait pour eux un salut autant qu'une héroïne, une créature douce et fragile dont la survie reposait entre d'autres mains que les leurs. Telles étaient les pensées qu'agitait confusément Madame Smith en retournant chez elle, chargée de son sac de course. Elle, au moins, n'avait presque aucun doute. Elle était quasiment certaine depuis 3 semaines et 6 jours que le terrible soupçon était fondé depuis qu'il s'était imposé à elle sur un banc devant l'océan. J'espère que vous ne me trouverez pas grossier, avait dit Monsieur Smith à ce moment-là, si j'engage une conversation en déclarant que c'est une belle journée. Elle le trouvait incroyablement effronté, formidablement vulgaire, mais pas grossier. Ce mot ne s'appliquait pas du tout à lui.
Non, avait-elle répondu, en reconnaissant son interlocuteur. Je ne vous trouve pas grossier. Si elle avait essayé de se le formuler à elle-même, il serait impossible de l'expliquer à quiconque. Elle aurait pu dire, usant de ce ton vaguement clérical qu'elle savait si bien manier, qu'elle avait été choisie, ou que c'était comme se laisser emporter sans résister à la surface d'une rivière qui la conduisait inévitablement vers la mer. Elle aurait pu dire aussi que, pour elle, qui ne s'était jamais opposée aux décisions de son père autrefois, mais avait toujours obéi sagement, c'était un soulagement de savoir qu'il y avait maintenant quelqu'un qui déciderait à nouveau à sa place, et que sa vie, autant qu'inéluctable, était à présent clairement tracée. Ou bien, elle aurait pu dire, en rougissant du double sens peut-être contenu dans cette tournure, que, comme tous les autres couples mariés, ils formaient les deux moitiés de ce qui était par essence un acte naturel. L'homme n'est pas fait pour la solitude, je crois, lui avait-il dit au dîner ce soir-là, dans un restaurant près de la mer, où même les serviettes sentaient le poisson et où le bois nu de la table était imprégné de sel. Un homme seul a besoin de compagnie. Puis, comme si ces paroles ne constituaient peut-être pas un compliment suffisant, il s'était empressé d'ajouter « Sauf qu'on n'a pas toujours la chance de rencontrer une charmante jeune femme comme vous. » Elle avait souri, en minaudant, consciente dès cet instant d'être en route vers sa destinée. Trois semaines et 6 jours plus tard, au moment d'entrer dans son immeuble délabré, elle s'interrogea un bref instant sur ce week-end qui approchait. Elle avait spontanément hésité à acheter trop de provisions, mais si au bout du compte elle ne partait pas, il serait impossible de s'en procurer le dimanche. Au restaurant, pensa-t-elle. Nous devrons aller au restaurant. Ils n'étaient pas retournés au restaurant depuis ce premier dîner ensemble, bien qu'ils ne soient pas vraiment contraints d'économiser. Ils estimaient tacitement que leur compte bancaire, bien approvisionné, ne devait pas être inutilement allégé, mais maintenu aussi intact que possible. Ils n'en avaient pas discuté. Toutefois, par délicatesse et respect instinctif des méthodes de son mari, elle s'était adaptée silencieusement à son mode de vie parcimonieux. L'escalier était étroit et raide jusqu'au 3e étage. Et Madame Smith, avec l'attirance innée pour les symboles dont elle avait hérité, qu'elle avait toujours potentiellement conservée en elle, et sur laquelle elle s'appuyait presque en totalité maintenant, lut dans cette ascension le dessein irrévocable de sa vie. Elle n'avait pas d'autre choix que de monter, bien qu'avec lassitude. Car si elle se détournait et redescendait après avoir si laborieusement progressé,
Elle serait simplement obligée de monter d'une autre manière. En recommençant, elle le comprenait confusément à présent, en reprenant une quête qui ne pouvait, pour elle, avoir qu'une seule fin. Cela arrive à tout le monde, se dit-elle pour se consoler. Sa fierté lui interdisant toute concession, elle n'essaya même pas de passer sans bruit sur le palier du 2e étage. Durant quelques secondes, en continuant son chemin, elle se crut sauvée, mais alors qu'elle avait presque atteint son but, la porte au 2e s'ouvrit et Madame Jones l'appela d'une voix stridente, comme si elle était accourue du fond de son appartement en entendant des pas. Madame Smith, c'est vous ? Bonjour, lança Madame Smith dans sa direction. Attendez, je monte. La porte de Madame Jones claqua et la clé tourna dans la serrure. Madame Jones, tout essoufflée, se dépêcha de la rejoindre. Je craignais de vous avoir raté, dit-elle en grimpant péniblement les dernières marches. Dieu du ciel, que vous semblez fatigué. Telle était la solitude qui entourait Madame Smith à la manière d'un vase précieux. Depuis un peu plus d'une semaine, le moindre écart dans sa conduite nourrissait les commérages. Une légère pâleur de ses joues donnait lieu à d'inquiétantes spéculations. Une altération de sa voix, une ombre dans ses yeux, un désordre dans sa tenue. Tout offrait à ses voisins de quoi se sustenter. Au début de la semaine, Madame Smith avait songé qu'elle fournirait un mets de choix à Madame Jones en laissant tomber un objet lourd dans son appartement. Mais à quoi bon désormais ? Madame Jones se gorgeait aussi bien d'infimes miettes. Vous avez mis un temps fou à revenir, dit Madame Jones. Elle suivit Madame Smith dans la pièce exiguë qui, avec une petite chambre, une cuisine sale et une salle de bain, composait le foyer du couple en lune de miel. Madame Jones emporta le sac d'emplettes à la cuisine, tandis que Madame Smith accrochait son manteau dans le placard. Elles ne s'étaient pas donné la peine de déballer toutes leurs affaires, et il n'y avait que 3 robes sur des cintres ainsi qu'un pardessus léger et un costume de Monsieur Smith. Un logement temporaire pour eux, manifestement. Une halte. Madame Smith n'éprouva aucun regret en considérant ces 3 robes, pas plus qu'elle n'admira le costume de Monsieur Smith, bien que sa présence près de ses propres vêtements la déroutât encore un peu, de même que ses caleçons, discrètement empilés à côté de ses sous-vêtements dans la commode. Ni Monsieur Smith, ni Madame Smith n'étaient de ces gens qui se jettent à corps perdu en guise de purification préliminaire dans les trousseaux ou autres expressions insignifiantes de l'amour. Dites donc, vous n'avez pas prévu de faire beaucoup de cuisine ce week-end ?
déclara Madame Jones en revenant. Compte tenu de sa situation, Madame Smith se voyait refuser son droit à la vie privée. « J'ai pensé que j'allais peut-être partir, » dit-elle. À nouveau s'installa ce moment où le temps paraissait suspendu, comme en attente. Madame Jones lui jeta un regard furtif. Puis, s'asseyant résolument sur le pauvre canapé, décida d'aller droit au fait. Écoutez, Madame Smith, commença-t-elle, avant de s'interrompre aussitôt. Oh, et puis pourquoi ce madame tout le temps? Appelez-moi donc Polly, et moi je vous appellerai Hélène, d'accord? Elle sourit. Et Madame Smith, lui rendant son sourire, se demanda comment les gens faisaient pour découvrir votre prénom. Écoutez-moi, Hélène, continuait Madame Jones, bien déterminée à poser les bases de cette nouvelle familiarité. Je pense qu'il est temps que quelqu'un vous parle et se montre raisonnable. Vous devez tout de même savoir ce qu'on raconte en ville. Quelle scène, songeait Hélène Smith. Une femme, debout, gênée, devant une fenêtre, vêtue d'une robe brune avec des cheveux bruns et des souliers bruns, pour l'essentiel assez peu différente de l'autre femme, assise droite et grave, vêtue d'une robe tablier à fleurs vertes et roses, des pantoufles aux pieds. Pour l'essentiel, oui. Deux femmes assez peu différentes. Sauf que nous clamerions l'une et l'autre avec indignation que nous ne sommes pas la même personne et que nous ne poursuivons pas du tout la même destinée. Et voilà que nous allons entamer une conversation à propos d'un sujet fantastique. Vous devez tout de même avoir un peu plus de raison, dit-elle. Vous n'êtes pas folle à ce point de votre mari. Non, dut admettre Madame Smith. D'autant que, continua Madame Jones avec une pointe de cynisme, vous n'êtes pas une gamine de 18 ans qui rougit à tout bout de champ, et Monsieur Smith n'est plus un jeune homme. L'un comme l'autre, vous êtes des personnes d'un âge relativement mûr. Sentant qu'elle avait marqué un point, Madame Jones enfonça le clou. Vous n'êtes plus des perdreaux de l'année tous les deux, et naturellement personne ne s'attend à ce que vous roucouliez comme des amoureux. Vous-même, vous êtes assez vieille pour faire preuve d'intelligence dans cette terrible affaire. De quelle intelligence je devrais faire preuve ? Protesta faiblement Madame Smith. Bonté divine! Madame Jones écarta les mains dans un geste de désespoir. Vous ne saisissez donc pas? Tout le monde le sait! Écoutez-moi! Plus calme, elle commença sa démonstration. Vous êtes arrivé il y a une semaine, juste après votre mariage, et vous avez emménagé dans cet appartement avec votre mari. Dès le premier jour, les gens ont trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Premièrement, vous ne paraissiez pas du tout faits l'un pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous avez de l'élégance, de l'éducation. Et lui... Grossier, pensa Madame Smith en se retenant de pouffer. Il a dit qu'il était grossier. Madame Jones haussa les épaules. Deuxièmement, vous ne sembliez pas à votre place dans cet immeuble, ni dans ce quartier, parce que vous aviez visiblement de l'argent, ce qui n'est pas le cas de la majeure partie d'entre nous ici, croyez-moi, et que vous vous comportiez comme si vous auriez dû vivre plus à votre aise. Et troisièmement, ajouta Madame Jones, pressée d'arriver à l'argument clé de son exposé, moins de 2 jours après votre installation, les gens ont cru reconnaître votre mari en voyant les photos dans le journal. Je comprends, dit Madame Smith. Mais une photo dans le journal, c'est ce qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille. Madame Jones énuméra sur ses doigts. Mariage récent, appartement minable. Vous avez rédigé un testament en sa faveur? Une assurance? Oui, mais c'est normal, argua Madame Smith. Normal? Alors qu'il ressemble à l'homme du journal qui a... Elle s'interrompit net. Je ne veux pas vous effrayer, conclut-elle. Mais il faut que vous soyez informé à son sujet. Madame Smith prit enfin la parole. Elle s'écarta de la fenêtre et vint se tenir devant Madame Jones, de sorte que Madame Jones devait lever la tête pour la regarder. « Votre inquiétude me touche, dit-elle. Je sais tout cela. Mais combien y a-t-il de nouveaux mariés qui rédigent leur testament l'un en faveur de l'autre, ou qui souscrivent une assurance? Et combien y a-t-il de femmes âgées de plus de 30 ans qui épousent des hommes de plus de 40 ans? Et peut-être arrive-t-il parfois que ces hommes ressemblent à des photos dans le journal? Et même si tout le quartier en parle, vous remarquez que personne n'est assez convaincu pour dire quelque chose. Je voulais prévenir la police, il y a 2 ou 3 jours, répliqua Madame Jones d'un air maussade. Ed m'en a empêché. Il a sans doute dit que cela ne vous regardait pas, fit observer Madame Smith. Mais tout le monde se demande, insista Madame Jones. Et évidemment, on ne peut pas être sûr. Vous n'en serez pas sûr jusqu'à ce que... Madame Smith réprima un sourire. Madame Jones soupira. Ne dites pas des choses pareilles. Très bien, reprit Madame Smith en se montrant plus raisonnable. Que voulez-vous que je fasse exactement? Vous pourriez vous renseigner, suggéra Madame Jones, pour avoir la certitude. Je vous le répète, je n'aurai la certitude que d'une seule manière. Ne dites pas des choses pareilles. Je pourrais m'enfuir, quitter mon mari, déclara Madame Smith. Madame Jones eut une réaction de surprise. Vous ne pouvez pas quitter votre mari, s'exclama-t-elle. Pas si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas concevable. Je n'ai aucun motif de divorce, dit Madame Smith. C'est délicat d'aborder ce sujet avec lui. Naturellement, vous n'avez pas dû en discuter. Naturellement, renchérit Madame Smith. Je ne peux pas non plus fouiller ses poches. Il n'y a rien. Il se trouve que je le sais.
dans les poches du costume suspendu dans le placard. Et l'exploration de son par-dessus ou des tiroirs de sa commode ne donnerait rien de convaincant. Mais pourquoi ? Eh bien parce que, même si je découvrais, disons, un couteau, qu'est-ce que cela changerait ? Mais il n'utilise pas... À nouveau, Madame Jones s'interrompit net. Je sais, dit Madame Smith. Si je me rappelle des détails, quoique je n'ai pas lu grand-chose après tout, il fait cela généralement dans la baignoire, compléta Madame Jones. Et elle frissonna. Ce qui n'est pas forcément mieux qu'un couteau. Ce n'est pas nous qui choisissons, dit Madame Smith avec un sourire désabusé. Vous vous rendez compte du ridicule de cette conversation ? On croirait entendre des enfants qui se racontent des histoires de fantômes. Nous allons finir par nous convaincre de quelque chose d'horrible. Madame Jones hésita, ne sachant pas trop quel sentiment elle devait manifester. Puis décida de se draper dans une dignité outragée. « Je suis montée uniquement pour vous rapporter ce que les gens disent, » expliqua-t-elle. « Si vous vous donniez la peine de réfléchir, vous comprendriez pourquoi l'on essaye de vous venir en aide. Après tout, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. » Justement, vous n'avez pas à vous inquiéter, dit Madame Smith avec douceur. Madame Jones se leva. Mais à la porte, elle ne put s'empêcher de se retourner pour déclarer d'une voix pressante. Sachez juste que si jamais vous aviez besoin d'aide pour n'importe quoi, ouvrez la bouche et criez, d'accord ? Parce que mon aide, il montera dardard. Il vous suffit de hurler ou de taper du pied par terre, ou si vous le pouvez, de vous précipiter chez nous. Nous serons là. Elle ouvrit la porte, tenta de conclure sur une note d'humour, en ajoutant « Ne prenez pas de bain » et sortit. En descendant l'escalier, elle lança encore « N'oubliez pas, vous n'avez qu'à hurler. Nous serons là. » Madame Smith referma la porte un peu trop vite et machinalement alla s'occuper de ses provisions dans la cuisine. Mais Madame Jones les avait déjà rangées. Madame Smith trouva la livre de café et versa de l'eau dans la cafetière en songeant à l'épicier à qui elle avait affirmé
qu'elle pourrait la terminer toute seule. Monsieur Smith buvait rarement du café. Cela l'énervait. Tout en considérant la triste petite cuisine, Madame Smith pensa, comme elle l'avait souvent pensé auparavant, qu'elle n'aimerait pas passer sa vie entière au milieu d'un tel univers. Dans la vie de son père, c'était différent. On y menait placidement une existence calme et bien ordonnée, parmi des objets qui, à défaut d'être jolis, procuraient au moins le plaisir de ce qui est familier, avec cette harmonie de l'ordre qui confine à la beauté. Et Madame Smith, qui était alors Hélène Bertram, avait goûté de longues journées consacrées à travailler dans le jardin, à repriser les chaussettes de son père ou à confectionner le gâteau aux noix dont elle tenait la recette de sa mère, en ne se demandant qu'en de rares occasions comment allait évoluer sa propre vie. Après la mort de son père, il lui était apparu clairement que cette existence n'avait plus aucun sens pour elle, que c'était l'étoffe de la vie de son père, pas de la sienne. Aussi, quand M. Smith lui avait dit « J'imagine que vous n'envisageriez pas d'épouser un type comme moi », Hélène Bertram avait accepté, reconnaissant alors un motif qui recomposait l'étoffe. Elle avait mis sa plus belle robe bleue sombre pour se marier. Et M. Smith portait un costume bleu sombre, de sorte qu'ils se ressemblaient de manière déroutante en marchant ensemble dans la rue. Ils s'étaient rendus directement chez le notaire pour les testaments, puis à la compagnie d'assurance. En chemin, M. Smith avait tenu à acheter un petit chien en peluche pour la nouvelle Madame Smith, qui le trouvait amusant. Sur le stand du vendeur ambulant, 2 minuscules chiens à remontoir couraient en rond et poussaient des piaillements stridents, imitant des aboiements. Madame Smith avait posé la boîte contenant le chien sur le bureau de l'assureur. Et, tandis qu'ils attendaient le médecin, elle l'avait ouverte et s'était aperçue qu'il n'y avait pas de clé pour remonter le ressort. Ces gens-là essayent toujours de vous escroquer, avait déclaré M. Smith au comble de l'agacement. Par la suite, lorsqu'il s'était dépêché de retourner au stand du vendeur ambulant, l'homme et ses chiens mécaniques avaient disparu. « Rien ne me rend plus furieux, » avait-il dit à Madame Smith, « que de me faire escroquer par ce genre d'individu. » Le petit chien trônait à présent sur l'étagère de la cuisine. Et Madame Smith, en le regardant, pensa « Je ne supporterai pas de passer le restant de ma vie entourée d'un tel mauvais goût. » Elle songeait parfois avec une poignante nostalgie à la maison de son père, perdue à jamais pour elle. Mais, comme elle se le répéta encore une fois,
Je savais parfaitement dans quoi je m'engageais. Il faut que cela arrive bientôt, se dit-elle aussitôt après. Les gens commencent à parler trop ouvertement. Ils attendent. Tout sera gâché si les choses traînent. Lorsque son café fut prêt, elle emporta une tasse dans le salon et s'assit sur la canapé où avait pris place Madame Jones. Il faut que cela arrive bientôt, pensa-t-elle. D'autant qu'il n'y a plus rien à manger pour le week-end. Et puis, je serai obligé d'apporter ma robe chez le teinturier lundi si je suis là. Et demain, il faudra payer une autre semaine de loyer. La livre de café serait le seul détail qui n'aurait pas été réglé. Elle avait terminé sa 4e tasse de café, buvant avec hâte et même avec désespoir, quand elle entendit le pas de son mari dans l'escalier. Ils étaient encore un peu empruntés ensemble. Aussi hésita-t-elle à aller à sa rencontre. Et le temps qu'elle se décide, il ouvrit la porte. Elle s'approcha de lui maladroitement, ne sachant pas s'il voulait l'embrasser quand il rentrait. Elle se figea, attendant sa réaction, jusqu'à ce qu'il dépose un baiser poli sur sa joue. « Où étais-tu passé ?» demanda-t-elle. Mais ce n'était pas du tout le genre de question qu'elle avait en tête. Et elle savait en la posant qu'il ne lui répondrait pas. L'explication fut en effet évasive. J'avais une course à faire. Il tenait plusieurs paquets dans les bras, en choisit un et le lui tendit. « Merci », dit-elle poliment avant de l'ouvrir. D'après la forme de l'objet et le papier d'emballage, elle devina que c'était une boîte de bonbons et, saisie d'une émotion qui, lorsqu'elle l'éprouva à nouveau plus tard, lui apparut comme un sentiment de triomphe, elle pensa « Bien sûr, il en restera. Cela prouvera que le mari apportait encore des cadeaux à sa nouvelle femme. » Elle ouvrit la boîte, voulut prendre un bonbon. Pas avant le dîner, pensa-t-elle. Puis elle songea que, ce soir, cela n'avait sans doute pas d'importance. « Tu en veux un ?» proposa-t-elle. Et il prit un bonbon. Il ne semblait pas bizarre, ni nerveux. Mais lorsqu'elle annonça « Madame Jones est montée cet après-midi », il s'enquit aussitôt. « Qu'est-ce qu'elle voulait, cette vieille commère ?»« Je crois qu'elle est jalouse, » répondit Madame Smith. Son mari ne s'intéresse plus à elle, depuis longtemps. « J'imagine. »« Je prépare le dîner ?» demanda Madame Smith. « Aimerais-tu te reposer un peu avant ? » « Je n'ai pas faim, » dit-il. À ce moment-là, pour la première fois, il eut un drôle d'air. Et Madame Smith pensa à toute vitesse. « J'avais raison à propos des provisions pour le week-end. J'ai deviné juste. » Il n'avait pas demandé si elle avait faim parce que,
Et chacun d'eux savait maintenant que l'autre savait. Cela n'avait pas vraiment d'importance. Madame Smith songea qu'il ne servait à rien de dire quelque chose maintenant. Elle s'assit sur le canapé à côté de son mari et soupira. « Je suis un peu fatiguée, je crois. » « Une semaine de vie conjugale, c'était trop pour toi, » répliqua-t-il. Et il lui tapota la main. « Il va falloir que tu te reposes un peu. » Pourquoi est-ce si long ? Mais pourquoi est-ce si long ? Pensa Madame Smith. Elle se releva, traversa la pièce pour masquer son agitation et alla regarder par la fenêtre. En bas, Monsieur Jones grimpait les marches du perron. Il l'aperçut et agita la main. Pourquoi est-ce si long ? Pensa-t-elle encore. Puis, elle se retourna vers son mari. Alors ? Oui, je suppose, dit Monsieur Smith avec lassitude, en s'extirpant du canapé. Et voilà donc ! C'était La lune de miel de Madame Smith de Shirley Jackson. Et c'est la fin de l'histoire.